avant de commencer, qui connaît un peu la blockchain parmi vous? Super. Qui connaît un peu Keycloak parmi vous? Ok. Donc on va essayer d'être le plus générique possible. Donc on va se présenter, moi c'est Ludovic Dussart, donc je suis architecte solution chez Ineat, je travaille à la direction technique du groupe avec mon binôme Alex. Accessoirement, je fais de l'expertise Keycloak, et donc Alex qui est tech lead chez nous et qui est notre expert blockchain. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux si vous voulez échanger plus tard. On doit vous prévenir qu'on fait un jeu concours pour gagner des ledgers physiques, donc pour pouvoir sécuriser vos cryptos correctement. Donc il y a un questionnaire à remplir tout le long du salon et on tirera au sort, enfin on donnera les résultats à 15h45. Et on vous invite à être attentif à la conf puisque ça va vous aider pour avoir le maximum de points. Alors, Keycloak, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'avez compris, Ludo est orienté Keycloak, moi je suis orienté blockchain. On a donc fusionné nos deux domaines de compétences pour donner Keycloak. On part du principe que la blockchain pourrait permettre de gérer des identités décentralisées. On a Keycloak qui est une passerelle d'autante pour les applications web qu'on peut utiliser aussi avec la blockchain, qu'on va pouvoir le faire. Et donc, c'est de ces deux domaines que est né le projet Keycloak. De quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui ? Donc d'abord, je vais faire un petit rappel sur l'autente de nos jours. Ensuite, je vais faire un petit focus sur l'identité blockchain, qui est quand même assez particulière. Tout ça va nous amener à converger sur la genèse de Keycloak. Comment est-ce que Keycloak est né réellement ? Et ensuite, on va dérouler deux cas d'usage. Une fois que vous aurez compris ce qu'est Keycloak, on va montrer deux cas, comment est-ce qu'on l'utilise. Pour une simple autente, et ensuite on a mis en place un SSO décentralisé. Et puis on va faire une petite ouverture sur la suite dès qu'on aura fini. Alors, l'authentification de nos jours, on connaît tous ce bon vieux login. Le petit formulaire login-password, on se connecte sur un site, on remplit nos informations, on choisit un identifiant mot de passe, et hop, on peut se connecter ensuite. Alors, un des avantages de ce système-là, c'est que finalement, c'est assez cloisonné, puisque chaque site qui vous propose l'accès avec son login gère ses données chez lui, uniquement pour lui. Donc voilà, on reste vraiment cloisonné. Bon, le souci, c'est qu'on doit se créer un login password sur chaque site auquel on se connecte. Donc ça fait plein de mots de passe à retenir. Ou alors on met toujours le même, mais bon, c'est pas top non plus. Et on a une maîtrise plus ou moins aléatoire finalement des données qu'on donne. Ok, elles sont cloisonnées, mais derrière, on ne sait pas ce que les gens en font réellement. Enfin, pas toujours en tout cas. Ensuite, on a le social login qui a été créé il y a quelques temps déjà, où on a des fournisseurs d'identité type Google, Apple, etc., qui se posent en tout cas comme fournisseurs d'identité parce qu'ils vous connaissent tellement bien qu'ils sont à même de prouver qui vous êtes, ça qui est fantastique. Donc tous les services qui se connectent à ce fournisseur vous permettent de n'utiliser qu'un seul mot de passe, donc votre compte Google, Apple, n'importe quoi, pour se connecter à tous ces services. Donc ça c'est sympa parce qu'on n'a plus qu'un seul mot de passe à retenir. C'est sympa aussi parce qu'il y a une bonne gestion des autorisations avec des protocoles hôtes, etc. On peut gérer des scopes, etc. Il y a une petite sécurité parce que bon, les gens ils ont quand même pas trop envie que leur service soit pourri par des failles de sécu parce qu'ils basent quand même une partie de leur business dessus. Par contre le problème c'est que du coup on va centraliser toutes les données chez un fournisseur. Comme s'ils n'en avaient pas déjà assez. De toute façon, ils captent nos habitudes de navigation, nos comportements, et après, derrière, c'est leur business. Toutes nos données personnelles sont revendues. Dans ceux qui ont participé à la keynote ce matin, ça doit faire un petit peu écho à ce qui a été dit. On est complètement dans le sujet. Quelques alternatives existent, notamment France Connect, l'identité numérique de la Poste. Alors bon, c'est le concept du social login, un seul mot de passe, un seul identifiant pour tous les services, mais bon, c'est pas vraiment très répandu, c'est surtout dans la sphère gouvernementale, en tout cas en France. C'est centré sur l'identité officielle. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'au moins comme ça, on sait qui on est, il n'y a pas d'arnaque sur l'identité. C'est géré par l'État. Le problème, c'est que c'est géré par l'État, donc du coup, en termes de... si on veut passer un peu en dessous de certains radars, c'est compliqué, quoi. Et bon, après, voilà. Par contre, on sait très bien qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale des données, parce que l'État ne va pas se mettre à vendre nos données personnelles. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on n'est pas au courant. Ça serait dommage que ça arrive, mais bon.
Donc, une fois qu'on a vu tout ça, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est un système qui permette de l'authentification qui soit à la fois facile à utiliser, pas 40 000 mots de passe, qui permette un certain contrôle des données et surtout qui reste sécurisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, on s'est penché sur la blockchain et l'identité décentralisée. Alors, l'identité décentralisée dans le domaine de la blockchain, c'est hyper vaste. C'est un concept qui s'appelle l'identité autosouveraine ou le self-sovereign identity. C'est un concept tellement vaste qu'aujourd'hui, on va vraiment rester à la porte de ce sujet-là sur l'identité et l'authentique. Tout ce qui se passe derrière, c'est vraiment gigantesque. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller creuser par vous-même. Sinon, ça bouge énormément, les standards évoluent. C'est un gros concept. Nous, on va vraiment s'arrêter sur l'identité et l'authentique. Juste un petit focus sur la blockchain, très rapide, très simple pour ceux qui ne connaissent pas trop. La blockchain, c'est avant tout un réseau. C'est un réseau orienté en peer-to-peer. Dans le monde du peer-to-peer, il n'y a pas de notion de client-serveur, donc on est plutôt décentralisé, il n'y a pas d'autorité centrale. Donc chaque membre du réseau va avoir le même rôle, pourrait avoir le même rôle. Chaque nœud du réseau peut aussi recevoir une copie complète des données, ce qui permet une certaine de transparence. Chacun peut voir tout ce qui se passe, on peut auditer ce qui se passe, on ne peut pas vraiment planquer de comportement sur la blockchain. Et c'est sécurisé, dans la mesure où on est tous à armes égales, où personne ne connaît tout le monde, ben on ne sait pas si le voisin est sympa ou pas, donc on va un peu tous se surveiller. Ça c'est inclus dans les protocoles, etc. Donc il y a quand même une couche de sécurité. Petit focus sur l'identité réellement sur la blockchain. Quand on veut utiliser la blockchain, pour les cryptos, par exemple, quand on veut acheter des crypto-monnaies, en détenir, on ne va pas les remplir un petit formulaire, login, password, mon adresse, mon email, machin, etc. On va demander à ce que le réseau nous génère un compte. Alors là, on rentre dans un univers fantastique de cryptographie avec des clés asymétriques, des courbes elliptiques. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais globalement, il faut savoir qu'on vous génère une clé privée qui sera un peu une sorte de mot de passe, je mets des gros guillemets quand même. De cette clé privée, on va dériver une clé publique, bon, principe de la crypto à clé asymétrique. Et de cette clé publique, on va dériver une adresse qui sera l'identifiant. Dans le monde des cryptos, c'est un peu votre RIB. Vous voulez qu'on vous envoie des cryptos, vous donnez votre adresse. Votre clé privée va vous servir à signer toutes les actions que vous allez pouvoir faire avec vos cryptos pour prouver que vous êtes bien le possesseur de ces cryptos. Alors, comment ça fonctionne du coup? Je parlais de signature. Quand on va vouloir émettre une action, alors que ça soit envoyer des cryptos à quelqu'un, donc disposer de nos propres cryptos, il faut qu'on prouve que ça soit bien les nôtres. On va prendre les données de la transaction qu'on va envoyer, ou en tout cas de l'action qu'on veut faire. On va associer notre clé privée, on va tout mettre ça dans des algos crypto bien foutus qui vont nous générer une signature qu'on va associer à la transaction qu'on envoie. En face, tous les gens qui ne nous font pas confiance et qui vérifient, ils vont prendre les données qu'on a envoyées, la signature qu'on a envoyée, notre clé publique, les publics qui la connaissent, et en passant tout ça, encore une fois, dans un algo qui va bien, ils vont obtenir go ou no go, c'est bien lui, c'est pas lui. Voilà, la clé privée qui a signé est bien celle de la clé publique qui est revendiquée. Voilà, donc on peut savoir si c'est lui ou c'est pas lui. On commence déjà à avoir une petite notion d'authentification dans l'histoire. Alors, un petit focus sur les wallets. Parce que toutes ces clés crypto, elles sont comme ultra compliquées à retenir. Autant quand on fait un mot de passe AZERTY 1, 2, 3, c'est facile à retenir, mais une clé avec toutes ces suites de chiffres et de lettres, on ne peut pas retenir. Pour ça, il y a des wallets qui vont nous aider à les stocker pour nous de façon sécurisée et qui vont nous aider à fournir les services qui vont nous permettre de les utiliser. Parce que effectuer une signature cryptographique, comment on fait? C'est quoi le programme dans Windows pour le faire? On ne sait pas. Ou dans Mac ou dans Linux, chacun fait comme mieux. Mais donc, les wallets. Voilà. Donc, les wallets, finalement, il existe deux types de wallets. Un wallet software. Donc, c'est vraiment un soft qui va gérer tous ces sujets-là. C'est ce qu'on appelle des wallets chauds. Des hot wallets, parce qu'ils se présentent souvent sous la forme d'une extension navigateur ou parfois d'une application mobile. Ils sont toujours connectés au réseau, à Internet, ce qui fait qu'ils sont disponibles immédiatement. On peut tout de suite signer des choses, il n'y a qu'à les lancer et boum, c'est parti. En contrepartie, comme ils sont exposés, ils peuvent être plus facilement attaqués. Et Dieu sait s'il y a des gens qui veulent les attaquer. Et après, il y a des wallets froids, des cold wallets, qui eux se présentent plutôt sur la forme physique. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on vous fait gagner dans le petit jeu concours, un wallet froid,
qui eux sont très sécurisés dans la mesure où ils ne sont pas connectés au réseau tout le temps. Donc quand ils ne sont pas connectés, c'est compliqué à attaquer. Le problème, c'est quand on veut les utiliser, il faut les brancher, il faut lancer le software qui va avec, il y a des opérations, c'est un peu compliqué. On ne fait pas ça toutes les 5 minutes. Donc voilà, il y a 2 types de wallets. Petit aparté, on parle souvent, j'ai des cryptos dans mon wallet. Bon, c'est faux. On a bien vu que le wallet ne sert qu'à stocker nos clés, donc les moyens de revendiquer la possession de nos cryptos, qui elles sont stockées sur le réseau. Aucune crypto n'est stockée physiquement dans un wallet. C'était juste pour la petite parenthèse. Je vais passer la main à mon cher collègue. Oui, alors on vous a promis des démos, donc on n'a pas menti. Hein. Donc la première démo, elle va consister à vous montrer comment on utilise un wallet chaud du coup. Donc en fait, on est sur une plateforme qui s'appelle Decentraland. Hein. C'est un jeu basé sur la blockchain et pour pouvoir accéder à l'univers dessus, donc il faut un wallet. Donc nous, dans le cadre du POC, en fait, on utilise un wallet, une extension navigateur qui s'appelle MetaMask. Et donc en fait, vous pouvez voir qu'ici, moi, je suis reconnu avec mon adresse Ethereum, qui est celle-ci. Ok. Et donc pour pouvoir me connecter, alors j'ai pas d'Ether dessus, hein, ok, moi je suis un pauvre de la communauté, mais en tout cas, ce qu'on va pouvoir faire en fait avec ce type de wallet en termes d'authentification, donc sur cette plateforme, c'est pouvoir se connecter à travers notre identité blockchain, à travers ce wallet. Et donc vous voyez, à chaque fois qu'on veut s'identifier grâce à un wallet, on nous demande de signer quelque chose, ok. Donc pour les gens qui découvrent ce monde, il faut toujours observer et bien vérifier ce qu'on vous demande de signer parce qu'il peut y avoir des fois des loups qui se cachent dans les messages. Là, en l'occurrence, on connaît la plateforme, donc il n'y a aucun souci. Decentraland nous demande juste de signer pour pouvoir s'identifier. Donc si je signe, j'autorise donc Decentraland. Ça me permet de me loguer sur la plateforme. Quand même que j'ai Internet. Ouais. Effet démo, comme par hasard, ça marche pas ce matin. Donc normalement, on est censé passer la mire et se connecter au jeu. Je vais quand même tester. Toujours pas. Qu'on a Internet. Oui. Ok. Bon, à la limite, c'est pas bien grave. Je me suis fait ban, c'est ça? Ah non, c'est... ouais, je sais pas. Non, je vais essayer une fois et si ça marche pas, on passera. Petite latence, ça peut arriver. On passera à la prochaine. Donc voilà, donc, toujours est-il que vous voyez comment on peut exploiter en fait un wallet show sur une extension navigateur. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, qu'est-ce qui aurait dû se passer sous vos yeux ébahis, puisque ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. C'est la première fois que ça nous arrive. Bon, globalement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'une fois que Ludo a signé, a validé la signature, bon, en fait, tout simplement, on se fait rediriger sur la page d'accueil du jeu, puisque voilà, on a été identifié, donc on peut accéder au jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, de mon navigateur, je veux accéder à un service de façon tout à fait classique. Le serveur en face, lui, il est paramétré pour identifier, authentifier les gens qui se connectent de façon toujours tout à fait classique, sauf que c'est en mode blockchain. Donc, il ne va pas chercher à demander un login mot de passe, il va chercher est-ce qu'il y a un wallet qui est disponible dans les parages. Comme le wallet, il est en extension de navigateur, et ben, il est dispo. Du coup, l'appli, grâce à des frameworks judicieusement utilisés, va pouvoir se connecter au wallet et demander qui est connecté. Donc là, le wallet va envoyer l'adresse, donc c'est bon, j'ai identifié l'utilisateur un tel, on connaît par son adresse, et donc là maintenant on va passer à l'authentique, parce que c'est bien beau, tu m'as dit qui t'étais, maintenant prouve-le. Donc le service, donc le jeu va générer une petite donnée aléatoire, bien bonjour, bienvenue sur le jeu, on s'en fout en fait de la donnée, c'est pas grave. Il envoie au wallet et le wallet doit signer. Sauf qu'effectivement, comme parfois il peut y avoir des choses un peu mal intentionnées, on peut vous faire signer sans le savoir une transaction qui va vider votre wallet. Et ben, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il y a une pop-up qui s'affiche, comme ça on contrôle ce qu'on signe. L'utilisateur donne sa validation. Ok, j'accepte de signer ce truc-là, j'accepte de m'authentifier sur ce truc-là. Donc je signe, la signature est envoyée, le service fait les vérifications comme on a vu juste avant, et comme c'est bon, il donne accès au service, à peu près. Et si c'est pas bon, ben, il donne pas accès au service. Alors,
avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va imaginer un monde où on a une personne qui a son wallet sur la blockchain. Plusieurs services, ici on a quoi, un réseau social, une banque, une entreprise, ce qu'on veut, sont aussi reliés au même réseau, sur la même blockchain. Et l'idée, c'est que cette personne va pouvoir s'identifier dans tous ces services grâce à ces identifiants blockchain. Chaque service peut posséder des données business sur l'utilisateur, des données perso de l'utilisateur propres à son business. Le réseau social va posséder tous les messages, les préférences, les likes, les clics de l'utilisateur. La banque va posséder toutes les données bancaires du gars. Enfin voilà, je ne fais pas le truc complet. Donc ça reste cloisonné. On retrouve le contrôle des données, le cloisonnement des données. Cependant, l'identité de la personne sera la même partout, l'identification, l'authentification. Mais c'est pseudonyme, puisqu'on on est avec une adresse internet, on n'a pas le nom, prénom de la personne. Donc derrière, chaque business se débrouille pour associer cette identité blockchain avec son user chez lui, quoi. Voilà. Ce qui permet à notre utilisateur d'avoir la même identité pour se connecter partout, tout en gardant un contrôle de ses données et en bénéficiant de la sécurité offerte par les signatures cryptographiques. Donc voilà ce qu'on cherche à mettre en œuvre. Donc, un petit point d'arrêt pour remettre tout le monde au même niveau ici. Ce qu'on a vu, c'est qu'on va essayer de mettre un service pour pouvoir s'identifier sur la blockchain. Pour ça, il faut qu'un service puisse être connecté à la blockchain, forcément. Il faut qu'il puisse interagir avec un wallet pour pouvoir vérifier les signatures, etc. Et il faut pouvoir intégrer tout ça dans une application. Et c'est pour résoudre ces besoins qu'on a créé Keyblock, qui est réaliser un produit, un petit soft, une petite extension qui va permettre d'être intégré dans une appli web pour pouvoir réaliser tout ça. Ok, donc on a besoin en fait de s'authentifier sur des applis. Okay, comment on fait aujourd'hui, enfin normalement, pour s'authentifier sur des applis de manière sécurisée, on vient mettre un middleware entre les applicatifs qui vont respecter des normes, des standards, UDC, OAuth2, parfois SAML si vous êtes sur du legacy, mais l'idée c'est que chaque applicatif va utiliser des adapteurs de ces middleware et vont être capables de dérouler des flows d'authentification. D'accord ? Traditionnel browser, login, password, du MFA, du social login, etc. Okay ? Donc ça c'est ce qu'on fait traditionnellement et c'est ce que nous, du coup, on va faire aussi sur notre POC. Pour faire ça, alors nous chez Inat depuis plusieurs années maintenant, je pense 6-7 ans, on utilise un produit qui s'appelle Keycloak, donc qui est un produit open source supporté par Red Hat, développé dans un écosystème Java. Et le gros avantage de ce produit-là, c'est que déjà il respecte les standards évidemment, mais il est hautement extensible. Donc on va pouvoir le modeler un peu à notre image en fonction des use cases qu'on a besoin d'adresser. Et donc le POC est basé sur des extensions qu'on a implémentées pour répondre aux use cases qu'on va vous présenter juste après. Donc comment ça va se passer? On a notre extension Wallet MetaMask sur le navigateur. Okay. On va avoir en fait un Keycloak qui va gérer notre périmètre utilisateur parce que, comme le disait Alex, il faut quand même que chaque organisme connaisse ses utilisateurs avec sa donnée business, etc. Donc ils connaîtront quand même les noms, prénoms, voire le mail, mais ça ira pas plus loin que ça. Et donc on va mettre le Keycloak devant toutes les applis web qui vont nécessiter de l'authentification. Okay. C'est plutôt classique comme use case. Alors pour ce premier use case d'authentification, on avait en fait trois problématiques. Il fallait déjà un moyen de rapprocher les utilisateurs de la plateforme d'IAM, que vous pouvez utiliser aujourd'hui, qui contient votre nom, prénom, email, etc., avec l'identifiant blockchain qu'on vous a présenté juste avant. Okay. La deuxième problématique, il fallait qu'on puisse interagir avec MetaMask et enfin il fallait qu'on puisse valider la signature puisque comme on vous l'a présenté juste avant, si on ne valide pas une signature, ça ne sert à rien. En fait, on peut quasiment bypasser l'authent. Donc Keycloak est hautement extensible. On a utilisé en fait plusieurs capacités de la solution pour pouvoir implémenter ces extensions et ce POC. Pour le rapprochement utilisateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un nouveau thème qui va en fait surcharger quelques pages de Keycloak, notamment la page de création de compte, qui va permettre aux utilisateurs de définir leur identifiant Ethereum au niveau de leur profil.
Je vous montrerai ça juste après. En fait, on va stocker ça à travers une fonctionnalité qui s'appelle les Custom Attributes dans Keycloak, qui est assez pratique, où on peut stocker n'importe quoi, des numéros de téléphone, le poste de la personne, enfin bref, on peut vraiment étendre les métadonnées de l'utilisateur. Et puis, en fait, pour la partie authentification, on va utiliser une fonctionnalité, enfin plutôt un SPI, qui s'appelle Authenticateur SPI, qui va nous permettre de développer des traitements et front et back-office dans Keycloak. OK. Donc, la partie back-office va nous permettre de valider la signature à travers une librairie qui s'appelle Web3j. En fait, c'est une librairie crypto côté Java. Et côté front, en fait, on va proposer une page web qui va interagir directement avec l'API de MetaMask, puisque MetaMask propose une API JavaScript pour pouvoir invoquer une demande de signature, etc. OK. Et donc, Keycloak permet de faire tout ça, donc c'est super. Ce qui nous amène à notre deuxième démo, donc j'espère que ça va mieux se passer que la première. Normalement, ça devrait aller. Donc, en fait, on a un conteneur Keycloak qui charge nos extensions, d'accord, que j'ai lancé juste avant. Et pour les gens qui ne connaissent pas Keycloak, je vais vous faire une petite démo, juste du back-office. Alors, il faut savoir que Keycloak, l'avantage aussi de l'outil, c'est que tout est configurable en WYSIWYG. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un domaine de sécurité, dans Keycloak, ça s'appelle comme ça, qui va être le périmètre de sécurité de tout notre périmètre applicatif. Okay. Donc on peut faire plein de choses avec Keycloak, on peut déclarer des applications, c'est ce qu'on appelle des clients dans le jargon OIDC et OAuth. Okay. Donc nous, pour les besoins de la démo, on va utiliser une appli front, une SPA qui est fournie par Keycloak, qui est la Coon Console. En fait, c'est une appli qui permet aux utilisateurs de Keycloak de pouvoir changer leur mot de passe, etc. Mais ça reste une SPA. On a, comme on vous le disait, en fait, la possibilité de gérer les utilisateurs. Généralement, c'est une bonne pratique de déléguer la gestion du périmètre utilisateur aux IAM. Et puis, on va être capable de configurer plein de choses sur le domaine, notamment, par exemple, charger un thème particulier. Donc, nous, on a développé un thème qu'on a chargé dans Keycloak et qui est utilisé par défaut dans notre domaine. Okay, c'est ce thème-là qui va ramener les pages web, les ressources statiques, JavaScript, etc. pour pouvoir interagir avec le wallet. Et puis dernière chose, le gros avantage de Keycloak, c'est qu'on va être capable d'interagir avec les flows d'authentification proposés. Okay. Donc par défaut, Keycloak propose un flow d'authentification qu'il appelle browser. Donc tous les items que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des exécutions. En fait, c'est des étapes que Keycloak va dérouler pour authentifier un utilisateur. D'accord ? Donc la première étape, c'est l'exécution cookie. En fait, Keycloak va regarder s'il y a un cookie présent actif sur le navigateur. Si c'est le cas, il laisse passer l'authentique et l'utilisateur peut accéder à sa page. Si vous avez activé du Kerberos pour l'interne entreprise, il va aller checker que la session Kerberos est active. Si vous utilisez du social login, Facebook, Google, etc., et que vous avez une session ouverte dans ces providers-là, il laisse passer l'authentique. Et si aucun de ces cas n'est respecté, alors dans ce cas-là, il va vous proposer la fameuse mire de login password. Okay. Donc ça c'est génial, et quand vous faites du Keycloak, vous pouvez absolument tout modifier. Donc vous avez la main en fait sur la cinématique d'authentification que vous voulez proposer à vos utilisateurs. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier flow qu'on a appelé Keyblock Authentication, où dedans on n'a qu'une seule exécution, c'est l'authenticateur SPI qu'on a implémenté, okay, qui va communiquer directement avec le wallet. D'accord ? Donc ça, c'est en fait moi le flow d'authentification browser que j'ai défini par défaut dans mon domaine Keyblock. C'est-à-dire que tous mes utilisateurs, peu importe les applis sur lesquels ils veulent se loguer, ils vont devoir se loguer avec un wallet blockchain. Donc on y va. Je vais déjà vous montrer une authentification en nav privé. Donc ça, c'est l'interface. Je vais invoquer une authente, et là, forcément, en nav privé, je n'ai pas mon extension MetaMask. Du coup, Keyblock est capable de détecter qu'il faut installer MetaMask. C'est beaucoup plus pratique. Je vais essayer maintenant en navigation classique, où là, j'ai toujours mon wallet qui est actif, hein, okay, avec mon identifiant. Et donc là, si je veux m'authentifier, eh ben, on me propose une authente via un wallet blockchain. Okay. Donc, je vais demander une identification. Donc vous voyez, nous on a mis un message plutôt parlant, ça rassure tout le monde, veuillez signer pour vous authentifier. Si je valide, j'ai une erreur. Mais ce n'est pas un effet démo.
Je vous parlais du rapprochement utilisateur identifiant blockchain. Aujourd'hui, dans mon domaine de sécurité, j'ai aucun utilisateur. Donc Keycloak ne connaît pas la personne qui a l'identifiant blockchain que je possède. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur. Et donc, on vous parlait d'une surcharge de thème. Vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien ? Donc en fait, ce qu'on a fait, on a surchargé une des pages du tunnel d'enregistrement utilisateur, qui est la page d'enregistrement. Alors j'ai besoin de saisir un mot de passe parce que comme vous l'avez compris, Keycloak c'est assez générique et il y a d'autres flows qui font intervenir du login password. Donc quand on crée un utilisateur, forcément il faut quand même qu'il définisse un mot de passe, nous on s'en servira jamais. Et nous ce qu'on a rajouté, c'est le dernier champ là, blockchain address. Attention, regardez bien, ça va aller vite. Bon, je me mets dedans, en fait, mon extension est capable de communiquer directement avec MetaMask pour ramener mon identifiant blockchain, donc c'est beaucoup plus pratique que de faire un copier-coller. Et donc là, j'ai créé mon utilisateur, je ne vous mens pas, si je vais voir dans mon périmètre maintenant, utilisateur, normalement, ici, j'ai un nouvel utilisateur qui est Melchior, donc ça c'est mon pseudo de geek, qui est apparu, avec mes attributs très standard. Et en fait, je vous parlais des custom attributes tout à l'heure. En fait, ce qu'on est capable de faire, c'est de pouvoir pousser de la métadonnée additionnelle pour pouvoir gérer plein de choses sur nos utilisateurs dans notre domaine de sécurité. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé une clé blockchain address avec l'identifiant Ethereum de l'utilisateur. Donc, grâce à ça, on va pouvoir reprocher nos utilisateurs. OK. Donc, quand on crée un utilisateur dans Keycloak, on est automatiquement logué. Donc là, je me suis délogué pour vous montrer. Donc là, normalement, si je réessaye l'authent, ça devrait marcher. Ok, on y va? C'est parti. Ok, oui, j'aimerais m'authentifier. Si je signe, bim. Ok, donc maintenant c'est mieux, forcément. Moi je suis loqué en tant que Ludovic Dussard parce que je suis connu en tant que Ludovic Dussard dans mon IAM. Mais ce qui m'a permis l'authent, c'est vraiment le fait que mon identifiant Ethereum était rattaché à mon utilisateur. Ça va? Voilà, la démo est terminée. Alors, une fois qu'on a vu que l'authentification assez basique fonctionnait, on s'est dit on va aller plus loin. On parle de SSO, mais est-ce qu'on peut faire un SSO décentralisé? C'est-à-dire que je me connecte sur un premier service de mon univers, je m'identifie, je m'authentifie, et ensuite je me connecte sur un deuxième service toujours de mon univers, et lui, donc, il m'identifie de façon transparente, parce qu'il communique avec mon wallet, il sait qui je suis, et il est en capacité de voir que j'ai déjà une session ouverte, donc je ne dois pas me réauthentifier. On parle bien de deux organismes différents, qui ne communiquent pas entre eux, mais qui savent pourtant partager une session d'authentification. Comment ça marche? Alors, on va se baser sur un truc hyper puissant dans la blockchain qu'on appelle les smart contracts. Je vais faire un petit focus juste après sur ce qu'est un smart contract pour ceux qui ne connaissent pas, mais globalement, on va dire que c'est un truc où on écrit de la donnée dedans. Donc, on a toujours notre utilisateur, hein, c'est ce que je viens d'écrire juste avant, il se connecte à son réseau social, il se fait authentifier, et boum, on lui ouvre une session dans le smart contract. Le deuxième service, une fois qu'on s'y connecte, lui, il a aussi accès au smart contract, donc il peut aller repérer qu'il y a une session ouverte dedans, et ainsi laisser passer l'authent sans challenger l'utilisateur sur une demande de signature. Alors, petit focus smart contract. Il faut voir un smart contract comme étant une sorte de classe Java, PHP, C#, le langage que vous voulez. On a des attributs, des données, et on a des fonctions, des méthodes qui permettent de travailler sur ces données. Donc on a un bout de code qu'on va pouvoir déployer sur la blockchain. Alors comment? Chaque nœud du réseau exécute ce qu'on appelle une machine virtuelle qui peut stocker des smart contracts à différentes adresses, simplement différents emplacements. Et au même titre qu'un utilisateur effectue une transaction pour transférer de la crypto sur la blockchain, il peut effectuer une transaction qui va non pas envoyer de la crypto, mais dire je veux activer telle fonction de tel smart contract avec tel paramètre. Donc même principe, j'envoie ma transaction, il faut attendre qu'elle soit validée par le réseau, et à partir du moment où elle a été validée par le réseau, eh bien, le résultat de l'exécution de mon action est connu. Donc la nouvelle valeur qui a été générée devient la valeur de la donnée que j'ai voulu modifier. Voilà. Donc on va se baser sur ce système-là pour créer des sessions, pour détruire des sessions. Et donc on en vient à notre second use case. Donc ce qui va changer par rapport à la première démo, c'est qu'une fois qu'on sera identifié grâce au wallet,
en activant un petit flag Enable SSO que je vous présenterai juste après, on va émettre une transaction dans la blockchain pour pousser cette donnée. Okay. Donc là, dans le smart contract, on a fait simple, hein, on a quelques attributs, un identifiant de session, l'adresse de l'utilisateur forcément, et puis un TTL, histoire de pouvoir invalider une session, c'est quand même bien quand on fait du SSO. Donc c'est juste ce qui va changer en fait sur ce nouveau use case. Pas tout à fait. Ce qui est top, c'est ce qu'expliquait Alex, pardon, c'est que si deux organismes qui n'ont rien à voir utilisent notre extension, d'accord, vous êtes dans votre banque et sur votre réseau social favori demain, vous allez pouvoir vous authentifier sur votre portail bancaire grâce à votre wallet et basculer directement sur votre réseau social sans avoir à vous réauthentifier. Okay. Parce qu'on aura poussé de la donnée sur la blockchain inaltérable qui atteste que oui, vous êtes logué, c'est bien vous qui vous êtes logué. Et ça, c'est plutôt canon. Même en NAV privé, ça pourrait marcher. Enfin, voilà, vous êtes plus dépendant des cookies, du contexte navigateur ou que sais-je. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait démontrer à travers ce POC. Et c'est pour ça qu'on a initialement fait ce sujet. Donc qu'est-ce qui va évoluer en fait par rapport à nos premiers besoins? On va avoir besoin forcément de stocker des informations de session. Donc Alexandre vous en a parlé, on va faire ça grâce à des smart contracts. Donc c'est lui l'expert blockchain, donc il a travaillé d'arrache-pied pour créer ça et déployer le smart contract sur la blockchain qu'on utilise. Okay, et il m'a gentiment créé un petit bridge Java pour que moi je puisse implémenter ça côté Java dans Keycloak. Sans son aide, j'y serais jamais arrivé, ça c'est sûr. Et donc, en fait, on a fait évoluer les extensions qu'on avait déjà pour justement, à la connexion d'un utilisateur, venir invoquer cette création de données dans la blockchain grâce à ce fameux bridge. Et puis, on parle de SSO. Donc, quand vous faites du SSO, traditionnellement, en fait, ce que fait Keycloak ou d'autres solutions, ils vont voir s'il y a une trace sur votre navigateur du cookie ou autre. D'accord. Nous, on n'est pas du tout sur cette approche-là. Par contre, on s'est inspiré d'une exécution qui existe dans Keycloak pour aller contrôler de manière silencieuse si oui, il y a de la donnée sur la blockchain qui atteste que votre session est encore ouverte. OK ? Et puis, vous faites du SSO. Donc, si vous voulez déloguer sur le portail de votre banque, il faut que sur votre réseau social favori, vous soyez aussi délogué, forcément. Donc, il nous a fallu un moyen d'invalider la session. Alors, on a utilisé une autre capacité de Keycloak qui s'appelle les Event Listener SPI. En fait, c'est un petit SDK qui nous permet de trapper des événements émis par Keycloak, de connexion, déconnexion. Enfin, voilà, Keycloak trappe, je pense, une cinquantaine d'événements. Et nous, on réagit sur l'événement de déconnexion d'un utilisateur pour venir, justement, écrire de la nouvelle donnée dans la blockchain qui invalide la donnée précédente, puisque, si vous avez compris ce qu'Alexandre vous a raconté, un bloc est inaltérable. Okay, la donnée est inaltérable sur la blockchain, donc on doit pousser de la nouvelle donnée qui, en quelque sorte, invalide l'ancienne. Ça va? On peut passer à la démo? En avant. Alors, la blockchain est très capricieuse. Okay, donc, on peut avoir un effet démo comme ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui va changer du coup pour ce use case? On a du coup créé un autre flow d'attente dans Keycloak qu'on a appelé Keyblock SSO, qui est ici. Okay. Et en fait, ce flow, il contient une exécution en plus, le mode silencieux là, qui va aller contrôler de manière silencieuse si on a de la donnée dans la blockchain. Et puis forcément, sur ce flow, on a aussi notre authentification wallet traditionnelle. Okay. Donc vous voyez, en fait, c'est un peu comme ce que je vous ai présenté au début avec le mode cookie. On va d'abord contrôler si on trouve de la donnée sur la blockchain. Si ce n'est pas le cas, alors on va demander une authent wallet. Okay. Et ce qui est top avec Keycloak, quand on fait des extensions, c'est qu'on peut aussi les rendre configurables. C'est très bien fait. Si vous ne connaissez pas le produit, je vous invite à jeter un œil. Et du coup, on va avoir besoin de plusieurs choses pour jouer avec la blockchain. Alors déjà, il faut qu'on donne l'URI de la blockchain sur laquelle on va travailler. Il nous faut l'adresse du smart contract qu'on va utiliser en fait pour pousser la donnée de session. Okay. Donc ça, c'est l'adresse du smart contract qu'Alexandre a déployé sur la blockchain. Et puis notre serveur d'IAM, eh ben, c'est un utilisateur blockchain parmi tant d'autres, puisque c'est lui qui va aller lire
et émettre des transactions sur la blockchain. Ok ? Donc en fait, on lui a créé un petit compte sur la blockchain Polygon qu'on utilise. On l'a un peu crédité pour qu'il puisse justement émettre des transactions parce que c'est ce qui coûte quand on fait de la blockchain. Alors, lire des données, c'est gratuit, mais quand on veut créer de la donnée, c'est payant. Donc il lui faut un peu de sous. Donc voilà. Et puis sur l'extension que je vous ai présentée en tout début, en fait, ce qu'on a rajouté, c'est un petit flag ici. Si j'active ça, bah, ça va venir pousser de la donnée comparée au flow précédent. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire à Keycloak, moi maintenant, je veux que tu m'utilises par défaut Keycloak SSO. Et donc je vais lui dire, bah, ce flow d'authent, tu me le lis à toutes les authentifications navigateurs qu'on te demande. Ok ? Alors normalement, 1, 2, 1, 2. Donc on utilise en fait une plateforme qui s'appelle Polyscan qui permet de tracer les transactions qu'on va émettre. Donc ça c'est les logs de mon Keycloak en back-office. Vous voyez bien ? Ouais, c'est lisible ? Ok. Donc normalement, quand je vais jouer avec la plateforme, on devrait voir apparaître quelques logs. Hop, est-ce que j'ai encore ? Donc je vais essayer de me reloguer. Donc ok. Donc vous voyez déjà là, avant même qu'on propose de l'authentification, on voit bien que l'extension silencieuse, elle a été voir dans la blockchain s'il y avait de la data. Ok. Pour l'adresse Ethereum ici qui est la mienne, elle n'en a pas trouvé. Ok. Donc on propose à l'utilisateur l'authentification que je vous ai présentée dans la démo précédente. Ok. Jusque là tout va bien. Donc c'est parti. Oui, je veux signer pour me connecter à cette fameuse application. Alors, ça prend à peu près 10 à 15 secondes sur cette blockchain-là, mais vous voyez qu'en fait là, on a émis une transaction avec ce hash ici. Et si je vais voir en fait sur la plateforme de supervision des transactions, on voit ici qu'elle est en cours de traitement. Donc comment ça marche quand on émet une transaction? C'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui la prennent et qui la traitent. Donc ça va dépendre de la saturation du réseau, de plein de choses, de l'argent qu'on met aussi pour booster la transaction. Nous, on est sur de la configuration classique. Et là, elle a été prise assez rapidement. C'est plutôt cool. Parce que les premières blockchains qu'on utilisait, ça prenait des fois 1 à 2 minutes. C'est pas terrible sur un talk où on est timeboxé. Et donc, vous voyez ici qu'en fait, Keycloak nous a répondu que la session va bien être créée. Okay. Donc, normalement, là, j'ai activé le SSO. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'authentifier dans une nouvelle fenêtre. Alors comme on ne fait pas de cookies, le fait que j'ouvre un nouveau navigateur fait en sorte, c'est comme si j'étais jamais logué. Et donc a priori là, si j'invoque une authent, voilà. Alors bon, c'est encore un POC, donc on a vu apparaître la page qui propose le wallet, mais vous voyez qu'en fait on n'a pas eu besoin de proposer à l'utilisateur une authent, donc le SSO a bien marché, on a bien trouvé la data, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va invalider la session. Ok. Donc j'ai deux navigateurs, je vais ici invalider ma session, donc pareil, on émet une nouvelle transaction pour indiquer à la blockchain que l'utilisateur se déconnecte, on voit que la transaction ici elle est partie, ça mouline un peu. Et normalement, Keycloak va nous rendre la main quand la transaction aura été validée. Voilà. Donc là, on a bien révoqué la session. C'est ce que nous dit Keycloak ici en bas. Et donc si je bascule sur mon autre fenêtre, ici, enfin, c'était pas celle-là, c'était celle-ci. OK. Je vais rafraîchir ma page. Vous voyez que on a été déconnecté parce qu'on me repropose l'authent à travers le wallet. OK. Plutôt cool. Donc si on doit résumer ce qu'on a fait, on a pris Keycloak, qui est une solution open source extensible. On y a développé des extensions, donc un thème qu'on a appelé Keyblock plus des SPI. Dedans, on est venu faire de la crypto pour valider les signatures avec l'aide de la lib Web3j. Okay. Et puis, à côté de ça, on a déployé un smart contract qui a été développé par Alex
qui lui aussi est exploité côté back. Et côté front, on utilise MetaMask qui lui-même utilise Web3j, Web3.js, pour la partie crypto, signature et validation de la signature. Alors, on vous a fait toutes nos démos, ça a à peu près fonctionné comme on voulait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec Keyblok? Où est-ce qu'on en est? Alors, nous, actuellement, il est vraiment en mode POC. On aimerait bien pouvoir le passer en extension open source. Après, il y a quand même pas mal de petites choses à faire pour l'améliorer, parce qu'il est vraiment POC assez brut. Notamment, on voudrait ajouter la gestion côté Keycloak des required actions pour forcer l'utilisateur à définir son adresse Ethereum. Ensuite, il y a un sujet qui est barré, mais on l'a pas enlevé, c'est changer de blockchain. En fait, on peut élargir en choisir la bonne blockchain pour utiliser ce système. Parce qu'on a vu que la blockchain a une certaine latence. Et mettre une transaction, ça a un certain coût. Bon, nous, on était sur le réseau de test, donc on est sur de la crypto gratos, entre guillemets, parce que c'est de la crypto de test. Mais si on veut mettre ça en prod réellement, il faut qu'on passe sur une vraie blockchain avec sa propre latence, son propre coût. Donc il faut choisir la bonne, parce qu'elles ont toutes une approche différente de ces sujets-là. Il faut réussir à intégrer ce coût dans le business model de l'appliquer, intégrer le truc aussi. Bon, il y a quand même toute une autre réflexion un peu plus business à avoir autour de ça. En termes de blockchain, c'est que nous, au début, on avait démarré avec Ethereum, et qui est la blockchain la plus connue pour ce qui est ce genre d'application. On s'est vite rendu compte que c'était hyper lent. Du coup, on a testé 2 autres blockchains, Polygon et Avalanche. On était parti sur Avalanche, parce qu'en fait, c'est 2 blockchains qui sont compatibles avec la machine virtuelle Ethereum. Donc tout ce qu'on développe sur Ethereum, on peut le pousser sur Polygon ou sur Avalanche. Ça marche pareil. Sauf que on était donc parti sur Avalanche, qui était plus rapide que les 2 précédentes. Mais il y a 15 jours, ils ont une petite évol qui nous ont fait flinguer notre truc. Du coup, on est revenu sur Polygon. Donc voilà, il y a vraiment un sujet, et un sujet au long terme à suivre en fonction des évols, etc. Ensuite, on peut aussi enrichir un smart contract avec différents éléments pour améliorer la sécurité. Parce que là, clairement, on écrit une donnée de session, on lit une donnée de session basique. On pourrait rajouter, par exemple, du device fingerprinting pour être sûr que la session écrite et la session lue sont sur le même matériel. C'est pas quelqu'un d'autre qui essaye d'usurper l'identité de l'autre. Voilà. Il y a tout un tas de petits trucs qui sont pas bien sorciers, mais qu'on pourrait mettre en place pour fiabiliser la solution. Voilà. Donc, on a fini pour vous présenter Keyblok. On va vous faire une petite ouverture sur un sujet qui émane, qui est très intéressant et qui émane d'un ministère pour une fois. Ministère de l'Intérieur, ils ont réalisé il y a une paire d'années un livre blanc qui s'appelle Blockchain et identification numérique. Alors c'est un gros pavé de 300 pages, mais c'est hyper intéressant. Si vous avez 300 pages à perdre, imprimez-le. Non, franchement, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'explications sur ce qu'est l'identité en temps réel, réellement dans la vie de tous les jours, ce qui existe actuellement. Plein de notions très complexes, très poussées. Ensuite, ça décrit pas mal comment fonctionne la blockchain, et ensuite comment on peut lier les deux. En fait, un peu ce qu'on cherche à faire avec Keyblok, mais beaucoup plus profond, en 300 pages forcément, et notamment comment la blockchain pourrait aider l'identification, l'authentification pour tous les services gouvernementaux. Donc voilà, donc hyper intéressant, je vous invite à aller le lire. Et puis, il y a le repo en fait, du projet qui est sur notre INEAT sur GitHub. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous voulez nous aider à faire évoluer le POC, on se rendra disponible. En plus, ça tombe bien, il y a le Hacktoberfest qui arrive là dans 2 jours, qui est une initiative open source poussée par Digital Ocean. Donc on sera ravis en fait, de continuer à faire évoluer ce sujet avec vous, si vous avez des idées ou vous avez simplement envie de jouer avec ce qu'on a développé. Donc, pour rappel, vous avez toute la journée pour essayer de remporter nos 2 wallets froids, du coup. Sur le stand là-bas, à 17h45, on récompensera les 2 meilleurs. Et s'il y a des ex-aequo... 15h45. J'ai dit quoi? 17h. Ah, pardon. Ouais. 17h, c'est l'heure de la bière, je crois. Il y a un dernier talk là sur Sens. Mais s'il y a des ex-aequo, on procédera à un tirage au sort. Les QR codes sont aussi un peu éparpillés sur Euratech. Et si vous avez des questions, on est à votre dispo. J'ai une session qui a validé le smart contract. Il change de. C'est un nouveau smart contract qui est venu dire que c'est faire la session, il est supprimé, il est invalidé. Non, en fait, on a notre smart contract, c'est un petit peu un session manager. Ouais. C'est notre moyen de stockage de la data. Je prends le
micro. Voilà, donc c'est un peu notre session manager. Notre smart contract contient la liste des sessions. Et dessus, en fonction on identifie les sessions via l'adresse de la personne. On a mis des règles du style une personne ne peut pas avoir 2 sessions simultanées, des trucs comme ça. On vient gérer cette session, on met sa durée, on l'expire, on la met à 0, des choses comme ça, quoi. Après de toute façon tu mets des booléens, true, false, actif, inactif, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Oui. Alors justement, l'idée c'est que si tu arrives à t'authentifier en signant, c'est que tu possèdes la clé privée associée à la clé publique. Bon après, tu vas avoir un mec qui t'a piqué toutes tes clés. Mais ça, bon, après, on peut te piquer ta carte bleue, on peut te piquer tout ce que tu veux. Voilà. Ça, effectivement, c'est un cas qu'on ne peut pas gérer, ça. Mais si tu t'es identifié une première fois, authentifié, et qu'après tu veux t'identifier sur un autre service, c'est là qu'en fait vient notre idée de vouloir enrichir un peu la sécurité avec du device fingerprinting. On peut éventuellement rajouter des identifiants, des identifications dans une time frame. On considère que si on a 2 demandes émanant du même matériel dans le même quart d'heure, il y a de fortes chances que ce soit la même personne. Ou alors il n'a pas verrouillé sa session, on en a pissé, et au lieu de ramener les petits pains, le lendemain matin, il se fait authentifier ailleurs, quoi, voilà. Effectivement, mais après, si on rajoute l'humain à ce genre de choses, c'est là que notre limite est atteinte en fait. Ouais, et puis la validation des signatures, elle est faite côté serveur, donc déjà ça limite les risques d'exposition. Et puis si vous avez un wallet froid, c'est encore mieux, puisque vous êtes maître sur l'authentique. Il y avait une question par là-bas aussi. Oui. Oui. Alors, il faut qu'elle puisse insérer ton adresse publique dans son wallet. Si elle n'a pas la clé privée, ça ne marchera pas. Ça devient chaud, ce que tu racontes. C'est la partie interdite aux moins de 18 ans. Voilà, donc voilà, clairement, tu peux pas dire, tu peux pas sortir ton adresse Ethereum de nulle part. Il faut qu'elle sorte du wallet et le wallet ne l'intégrera que si il a confiance, c'est-à-dire que s'il a eu la clé privée qui va avec. Voilà. Dans quelle mesure c'est pas plus intéressant de créer votre propre... Le temps, l'argent, voilà. Est-ce que c'est 2 raisons qui te vont? Il y avait une autre question derrière, oui. Il y en a... Eh ben, on l'a dans le HUC. Oui, c'est voilà. comme pour... C'est ça. L'idée de hein. l'identification blockchain, on devient responsable de son identité. Il n'y a pas de « j'ai perdu mon mot de passe ». Parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui peut le restaurer en cas de problème, qui peut nous le rendre. Donc on doit se débrouiller. Il y a tout un tas de combines pour les stocker. Et ça, c'est un des gros problèmes à l'heure actuelle sur l'usage des blockchains. C'est un gros frein, c'est que ça reste technique et compliqué. Il y a encore une bonne couche de user-friendly à mettre pour adoucir un peu toutes ces choses-là. Oui ? En fait, non. Tout ce qui est signature, etc., ça se passe en dehors de la chaîne. Donc c'est vraiment, ça s'exécute dans le code. Voilà. Ce qui va coûter, c'est quand on va aller écrire la donnée dans la blockchain. Donc quand je vais aller créer une session ou quand je vais aller changer son flag active-inactive, c'est ça qui coûte. Oui ? Ouais. Oui. Alors, les wallets se basent sur un certain nombre de normes de sécurité. Et tout ce qui communique avec... Alors là, on rentre dans une couche qui est hyper pointue et je ne vais pas réussir à rentrer dedans l'année prochaine, dès qu'on sera un peu plus capé. Mais voilà, il y a tout un tas de normes de sécurité, de communication. C'est le même principe que tout ce qui est wallet, tout ce qui est hardware d'authent, tout ce qui génère des clés, etc. Il y a tout un tas de normes à respecter. Et s'il y a un truc qui ne correspond pas à la norme, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Antoine ? Alors, l'authentic elle-même, on ne nous a oui. pas contacté encore. Non, voilà. C'est clair. Alors, tout ce qui est l'authentic simple, on a vu, il y a des Decentraland, hein. Il y a encore tout un
une énorme quantité de services du même type qui se basent, des jeux sur la blockchain, des services sur la blockchain qui se basent sur l'OTAN par wallet. Après, le SSO décentralisé, non. En tout cas, pas à notre connaissance, on n'a pas trouvé. Oula. Oui. Absolument pas. Ouais, à la base, en fait, c'est quelque chose qu'on voulait démontrer après, effectivement. Il faut réussir à intégrer le coût de la solution dans un business model. Voilà, c'est vrai. C'est ça. La deuxième, c'est si vous avez passé à. Parce que là, vous avez développé votre smart contract dans un certain langage qui est compatible que sur des blockchains EVM au final. Oui. Si d'autres blockchains viennent à sortir et que votre smart contract vous pouvez déployer sur d'autres produits. Et ben, c'est là que arrive le magnifique sujet du moment qui est l'interopérabilité des blockchains, qui est un sujet qui est loin d'être résolu et qui active la communauté crypto depuis des années et encore pour des années. Voilà. Donc effectivement. Voilà. Effectivement, il y a des bridges, c'est pas forcément sécurisé, c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Et la solution miracle est encore loin d'avoir été trouvée. Donc il y a du boulot, avis aux amateurs. Absolument. Absolument, ouais. Une question derrière aussi, ouais. Alors, l'authentification multifacteur, il faut, alors si mes souvenirs sont bons, il faut réunir 2 critères parmi les 3 que sont ce que je suis, ce que je connais, ce que je possède. Ce que je suis, c'est la biométrie. Ce que je connais, c'est des mots de passe. Ce que je possède, c'est du hardware. Là, on a les deux. On a ce que je possède, c'est un wallet. Ce que je connais, c'est une clé privée. À ceci dit, qu'on délègue la gestion de la clé privée à notre wallet. Est-ce que ça rentre dans le cadre ou pas? On va laisser au grand gourou de l'authentification décentralisée, enfin de l'authentification multifacteur, se prononcer sur la question. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais potentiellement, c'en est déjà une, d'authentification multifacteur. Voilà. Oui, juste derrière. Eh ben, en lisant dans le smart contract, on voit que tu es connecté. Après, on ne sait pas où. On a juste besoin de savoir ça, voilà. fait. En fait, après, tout dépend des informations que tu mets dans ton smart contract. Nous, on a décidé de ne pas les mettre. Après, effectivement, le projet peut évoluer, on peut enrichir de différentes données utiles aux sessions, etc. Voilà, on a vraiment présenté un truc assez basique en termes de fonctionnement. Maintenant, effectivement, il y a encore beaucoup de métiers à rajouter derrière en fonction d'éventuels besoins. Oui. C'est ça. Parce qu'on est dans un univers. Tous les services font partie du même univers. Donc, il n'y a pas de je suis connecté là-bas, je suis connecté là-bas. Il y a je suis connecté dans l'univers ou je suis déconnecté de cet univers. Tu vois, en fait, c'est binaire, c'est péremptoire, quoi. Du coup, c'est plus facile à gérer pour nous. Mais effectivement, on pourrait créer dans cet univers des sous-domaines, etc. Avec, bon là, on quitte un peu la technique, on rentre un peu dans les besoins métiers, mais c'est possible. Question, oui. Le renseigner l'utilisateur, c'est-à-dire sur le Keycloak? Ouais. Oui. Tout à fait, ouais. Chaque plateforme va être maître de sa data et de comment elle souhaite gérer son utilisateur. Donc nous, ce qu'on propose, c'est juste venir enrichir la donnée utilisateur de la plateforme avec l'identifiant Ethereum de l'utilisateur. C'est l'objectif du cloisonnement. Le fait que chaque service ait ses propres données utilisateurs et ne connaisse pas celles des autres,
Ça permet justement ce cloisonnement et le non-recoupement d'informations à titre commercial ou autre, quoi. Voilà, c'est effectivement l'objectif. Voilà. Et en fait, on pourrait aller plus loin sur le use case. Demain, vous avez besoin d'acheter une maison. Aujourd'hui, votre banque vous demande vos 3 fiches de paie. Enfin, elle vous demande tout un tas de documents. Nous, ce qu'on voulait aussi adresser comme sujet, on n'a pas eu le temps, mais voilà, c'était pouvoir avoir de la donnée sur la blockchain qui atteste que oui, vous êtes éligible à avoir un prêt. Mais vous n'avez pas besoin de dire que vous gagnez 2000 € par mois, etc. C'est aussi un use case pertinent. C'est ça, avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle les preuves à divulgation nulle de connaissances. C'est-à-dire je peux prouver un fait sans dévoiler la donnée à l'origine de ce fait. Je peux prouver que j'ai plus de 18 ans sans donner ma date de naissance. C'est un sous-domaine de l'identité décentralisée, c'est aussi un vaste sujet en perpétuelle ébullition. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller regarder ça, les Zero Knowledge Proof, les ZKP sur Internet. Oui. Oui. On peut créer une fonction dans notre smart contract qui dit tuer toutes les sessions. Voilà, ça on peut le faire. En fait, c'est vraiment de la pure programmation. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. On développe ce qu'on veut dans le smart contract, comme code, comme données. Après, voilà, on met ce qu'on veut en fonction de notre besoin, quoi. Bon, bah on doit arrêter. Une dernière ? Non, bon, on doit arrêter. Merci à tous en tout cas pour les questions. Merci d'être venus. Et on est dispo toute la journée. Merci. N'hésitez pas à venir nous poser les questions directement pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Et il y a à manger là-bas pour ceux qui ont faim. C'est peut-être un détail, mais ça peut compter.